Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission que vous avez eu l'habitude de suivre chaque jour. Nous recevons sur ce plateau le président national de l'UNANA. Il est également en cadre de l'AFDC et allié et aujourd'hui plusieurs fois ministre national, vice-ministre. Donc avec lui nous allons parler de cette question d'actualité. Donc l'actualité reste dominée par les consultations initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sans plus tarder, je m'en vais vers mon invité à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour madame. Et comment allez-vous et comment se porte déjà votre parti politique, l'AFDC? Non, le parti UNANA se porte très bien, ainsi que mon regroupement AFDC allié qui a remporté tout haut les élections de 2018. Et aujourd'hui, les consultations, comme je viens de l'annoncer au sommaire de cette émission, que les consultations initiées par le chef de l'État, un sujet d'actualité qui engage tous les acteurs politiques et dont tous les acteurs politiques sont intéressés face à la crise qui gangrène le pays. Et aujourd'hui, quelle est aujourd'hui votre vision, bien votre analyse objective par rapport à ces consultations? Oui, je crois que ces consultations constituent la dernière chance pour nous Congolais, en vue de nous réconcilier avec lui-même, mais aussi de prendre nos problèmes par les bras et les corps, d'autant plus que toutes les recettes ont été essayées et aucune n'a marché. Et c'est ainsi qu'à 2 ans de son mandat, le chef de l'État a voulu faire une évaluation à mi-parcours, en écoutant les uns et les autres, en vue de lui apporter des solutions. Et parmi les causes de l'échec du gouvernement aujourd'hui, il y a la coalition FCC Cash, puisque, comme vous le savez très bien, le PPRD a un agenda caché pour la République. Ils n'ont jamais été pour les Congolais. Et lorsque vous vous mettez avec, vous finirez toujours par pourrir. Mais cette évaluation à mi-parcours devait se faire quand même avec le FCC. Comment est-ce que le chef de l'État, parce qu'ils sont dans la coalition, comment est-ce que le chef de l'État aujourd'hui s'écarte de cette coalition? Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler quand même d'une, je ne sais pas quoi, d'une infidélité politique? Ou bien face aux engagements qu'il a pris au niveau du FCC? Non, je ne pense pas, puisque le président Tshisekedi a été voté sur base d'un programme et il a des comptes à rendre à ses électeurs, et 2 ans après son installation, il se rend compte que les choses sont bloquées. Et comme parmi les raisons ou les causes de ce blocage, il y a la coalition FCC Cash qui ne facilite pas la tâche au chef de l'État en vue d'appliquer son programme. Donc nous pensons, avec la nouvelle majorité qui va être née bientôt donc à l'Assemblée nationale, puisqu'elle existe, mais il faut seulement lui donner une certaine forme, l'union sacrée de la nation qui déjà à la date du 30 octobre de cette année, j'ai vu la liste, j'ai vu les photos, la vidéo, avait déjà 267 députés nationaux et au niveau du Sénat, 67 députés. Donc cette majorité-là déjà permet aujourd'hui au chef de l'État d'éviter l'option radicale qui consistait à dissoudre l'Assemblée nationale. Mais est-ce que le chiffre que vous avancez, vous êtes sûr de ça? Parce que du côté du FCC, c'est rejeté en bloc. Il crie déjà à la corruption. Oui, je ne pense pas que... D'abord, la corruption, c'est vraiment une des méthodes que le PPRD et Mosaïque a toujours utilisées ici. Rappelez-vous même, au niveau du règlement intérieur de la Chambre basse, qui a été violemment, a toujours violé par les bureaux, l'AFDCA était un regroupement reconnu, ils avaient même un quota, mais lorsque le sénateur Bahati Modeste est allé présenter sa candidature au Sénat, immédiatement, on a charcuté l'AFDC, on a corrompu des députés, on nous parlait parfois autour de 10 000 $ qu'on a acheté la signature d'un député de l'AFDCA. Donc vous comprendrez qu'il y a vraiment un problème, et c'est ce problème-là qui va trouver solution lors de la tenue
de ces consultations initiées par le chef de l'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président de l'UNANA, est-ce qu'aujourd'hui on ne risque pas de vivre cette mésaventure avec l'Union sacrée? Parce que vous vous rappelez, à l'époque du Haut Conseil national, dont le cardinal Monsengo était le président, donc Mobutu a fait convoquer cette conférence. Or, c'était lui-même le problème. Est-ce qu'aujourd'hui on ne risque pas de vivre cette situation avec Félix Tshisekedi, parce que d'aucuns pensent que c'est lui-même le problème? Non, en fait, nous nous sommes servis quand même des expériences malheureuses du passé. Et lorsque vous voyez des gens comme Moïse Katumbi, ça fait 5 ans qu'il n'a pas été à Kinshasa. Il prend son jet privé pour venir uniquement ici. Lorsque vous voyez des personnalités comme Jean-Pierre Bemba Gombo, les jours de son anniversaire, il quitte Gemena pour venir à Kinshasa. Willy Michi quitte Kinshasa avec son avion pour venir. C'est pour vous dire, madame, que les choses sont devenues sérieuses. Donc nous avons eu quand même à discuter avec les amis et que ces consultations ici ne constituent que pour moi une vérification pour voir si toutes les informations que le chef a veillé à ce temps pourraient être vraies. Est-ce qu'on ne risque pas de revenir à la case départ comme la fois dernière? Parce qu'on parle de la main occidentale qui est là derrière ces consultations. Est-ce vrai? Vous affirmez cela? Oui, il est vrai que toute œuvre humaine a quand même des faiblesses. Et j'ai dit, on ne peut pas donner un chèque en blanc à M. Tshisekedi. Mais lorsque je l'ai entendu, dans un plus bref discours qu'il a tenu de 6 minutes, j'ai senti en lui une sorte de prise de conscience, une sorte de mea culpa, je peux dire. Et j'ai dit, nous avons intérêt à lui donner la chance. C'est comme ça que nous qui étions dans la Mouka et nous sommes dans l'AFDC aujourd'hui, nous nous sommes dit, mais pourquoi fragiliser Félix? Puisque si Félix est fragilisé, c'est donner des béquilles à M. Tshisekedi et Kabila et ses hommes. Nous avons décidé à l'unanimité de les soutenir. Malheureusement, cette décision-là n'a pas été clairement dite par notre conférence des présidents, notamment le présidium. Mais aujourd'hui, Willy Michiki, vous étiez quand même avec Joseph Kabila, vous avez servi Joseph Kabila vraiment avec tout votre cœur. On vous souviendra avec cette affaire de Papa Etienne Tshisekedi, vous vous êtes engagé, mais aujourd'hui, ça ne vous étonne pas que vous faites cette volte-face à Joseph Kabila? Bon, d'abord, il faut dire qu'avec Tshisekedi ou Moulumba, nous étions dans les rassemblements. Et lorsque nous avons quitté le rassemblement, on a quitté par la grande porte. Nous lui avons fait savoir que non, on ne pouvait pas rester éternellement en opposition, et dans l'opposition plutôt, et que comme il y avait une offre qui était faite au niveau de la cité de l'Union africaine, selon laquelle il réservait les postes de Premier ministre à l'opposition. Et nous sommes allés là-bas, à la cité de l'Union africaine. On s'est assis avec les amis et nos discussions ont abouti à la formation du gouvernement ici de l'accord de l'Union africaine, mais c'est le premier gouvernement à avoir produit un calendrier électoral, puisqu'on ne parlait même plus de calendrier électoral. Et plus tard, c'est cet accord-là qui a pondu l'accord de la CENCO qui nous a donné le gouvernement et les élections qu'on a données, qu'on a connues en 2018 plutôt. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parler de cette situation, est-ce que cela ne donne pas aujourd'hui les éléments de langage à ceux-là qui vous suivent pour dire que vous êtes là également pour faire le partage du gâteau? Non, bon, personnellement, peut-être il y en a dans mon regroupement ou dans mon parti, mais personnellement, moi, sincèrement, je ne suis pas un commandeur d'emploi. Je n'ai même pas ça en tête. Je suis planteur agriculteur, je ne gagne pas beaucoup, mais mes revenus aujourd'hui me permettent facilement de gagner les débuts du mois. Et je vais vous refaire une révélation que je gagne même plus que ce que j'ai gagné au gouvernement comme planteur agriculteur. Donc pour te dire que nous avons beaucoup d'opportunités, mais c'est nous qui ne les voyons pas. On ne voit que la politique.
On le voit que la politique, M. Willy Bichiki, donc nous sommes face à une impasse politique. Willy Bichiki, parle-nous un peu de cette union sacrée que d'aucuns attendent de tout leur corps. Donc, si vous pouvez nous parler brièvement de ce qu'on peut s'attendre de cette union sacrée. Donc, vous allez vous retrouver. Est-ce qu'aujourd'hui, la coalition FCC Cash va perdre de tout son sens? Vous allez les vider et vous allez former une autre coalition? Ou bien comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'on voit plusieurs personnalités. D'abord, l'union sacrée de la nation, comme on l'a dit déjà, c'est une prise de conscience, c'est un sursaut patriotique. Là-bas, il n'y a pas de coloration politique. Ce sont des hommes et femmes qui se disent « ce pays nous appartient, il est temps que nous puissions les relever ». C'est ça qui va guider toute notre démarche pendant les 3 ans de transition qu'on va commencer. Mais dans l'union sacrée pour la nation, notamment les nombres de 267 députés nationaux et 67 sénateurs, nous avons différentes catégories qui viennent de partout. Il y a par exemple l'FCC rénové, qui est issu des cendres de ex-FCC que vous connaissez. Nous avons la MOCA, nous avons AFDC et Alliés, nous avons les CASH. Et nous espérons que les amis de PPRD aussi pourraient nous rejoindre plus tard, puisque à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore les PPRD qui s'est annoncé. Mais les autres partis, la plupart des autres partis de FCC, qui ont formé FCC rénové, sont avec l'union sacrée de la nation. Et même ce matin, pas plus tard que vers l'édition de 7h, j'ai suivi une chaîne de la place, qui est très bien écoutée, une radio, où un député du FCC, à la personne de Donafié Saint-Nicolas Orachem, qui est un élu de Beni et de Lituri, dire que ils ont atteint le nombre de 300 députés. Parce que moi, jusqu'au 30 octobre, la liste que j'avais connue contenait 267 députés et 67 sénateurs. Donc aujourd'hui, il paraît que les députés nationaux arriveraient à 300. Et ils ont demandé à ce que les chefs de l'État soient... Non, c'est-à-dire que ce n'est même pas de débauchage, encore moins la corruption. C'est juste la prise de confiance. 7 000 $ pour corrompre le député PPRD. Mais il faut apporter des preuves. Il faut apporter des preuves. Ils disent qu'ils ont toutes les preuves. Mais Didier Manara, il connaît quand même. Ce n'est pas à la télévision qu'il va apporter des preuves. Puisque la corruption est une infraction punie par le code pénal congolais. Il n'a qu'à amener des preuves pour qu'on puisse poursuivre les coupables. Puisque est-ce que c'est de cette manière les corrupteurs et les corrompus sont tous passibles d'une certaine peine et même des amendes vis-à-vis. Dans un état de droit, la corruption bat son plein. Est-ce que c'est normal? Oui, mais nous tous, nous sommes là pour combattre ces mauvaises pratiques. Et la corruption, la concussion, la gabegie financière. Donc bref, la mauvaise gouvernance. Puisque le problème du Congo se résume en deux. La mauvaise gouvernance et l'absence d'un leadership exemplaire, capable de juguler les véritables problèmes du moment. Parlez-nous un peu au cas où Félix Tshisekedi n'arrive pas à atteindre ses objectifs dans ces consultations, que pourrait venir? Non, nous c'est clair, en tout cas à FDCA, si le président Félix n'arrivait pas à se départir de l'FCC et alliés, donc FCC et alliés, et s'il n'arrivait pas à répondre aux cahiers de charges qui ont été déposés par les différentes délégations, donc nous, on va rester là où nous sommes. On va continuer notre lutte contre la nouvelle union sacrée dénaturée. Puisque nous croyons, nous, que lorsqu'on parle de l'union sacrée de la nation, c'est le peuple. C'est le peuple qui se révolte, c'est le peuple qui se révolte évidemment pacifiquement, qui se met en place pour ne parler que Congo, pour ne parler que la République démocratique du Congo. Les gens du PPRD ont annoncé déjà leur marche ce samedi pour réclamer le respect de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette Constitution est violée par vous, les acteurs politiques, et par le chef de l'État? Non, la Constitution n'est pas volée, puisque c'est comme ça que d'ailleurs une des missions que le législateur a confiée au chef de l'État, c'est de veiller sur la bonne
fonctionnement de l'administration publique, notamment de la justice. Et c'est à cette qualité-là qu'il vient de convoquer cette série de consultations en vue de répondre aux problèmes qui se posent aujourd'hui. On a vu plusieurs personnalités circuler au niveau du Palais de la Nation. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux dires de certaines personnalités, on a suivi Denis Mukwege, on a suivi le cardinal Fridolin Ambongo, on a suivi Moïse Katumbi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est les FCC le problème dans tout ce qui se passe au pays et vous êtes le Sainte-Nitouche? Oui. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intouchable maintenant. C'est-à-dire que justement, nous voulons refonder l'État, puisque la refondation de l'État, je crois, doit être une des priorités de l'union sacrée pour la nation. Lorsque nous regardons aujourd'hui la façon dont les gens considèrent les biens de l'État comme des biens sans maître, lorsque nous voyons aujourd'hui comment les amis de PPRD et Mosaïque violent intentionnellement la Constitution, les lois de la République. Vous savez aujourd'hui, par exemple, le PPRD, si vous allez à la CENI, PPRD n'a que 53 élus, mais ils vous disent aujourd'hui qu'ils ont 117. Pourquoi? Puisqu'ils prennent tous ces petits partis politiques alimentaires, les PRP, les PPPD et consorts. Mais ils sont dans l'alliance, non? Oui. Non. Là, c'est pas l'alliance, c'est les partis politiques. J'ai dit les partis. PPRD vous dit qu'il a 17 comme parti politique. Mais ils sont acquis au FCC ou le maintenant, même les FCC là, lorsque vous regardez les FCC aujourd'hui, les FCC n'a pas gagné les élections. Aux élections de 2018... Mais ça fait partie de leur deal, de la coalition. C'est ça justement que nous dénonçons. Et je suis content que le chef de l'État actuel se soit rendu compte qu'il n'a pas respecté la Constitution. Je crois que c'est l'article, je ne me rappelle plus, qui oblige à ce que, comme aucun parti, aucun regroupement n'a eu une majorité absolue lors des élections de 2018, il fallait procéder par la désignation d'un informateur. Et c'est l'informateur qui va identifier la vraie majorité parmi les partis politiques et regroupements qui ont compéti aux élections de 2018. Et c'est ça le travail auquel le chef de l'État devrait s'atteler maintenant. Et donc, c'est là où il est maintenant. Et parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin, sauf un changement de dernière minute, c'est aujourd'hui que le chef de l'État va clôturer ses consultations. En principe, il clôture aujourd'hui. Il aura peut-être 2-3 jours pour rassembler toutes les doléances qui lui ont été soumises, notamment les cahiers de charges. Et après, il va faire une annonce. Et après son annonce, il va déterminer un peu si par la cartographie des enjeux politiques à venir, mais il va nous donner quand même des orientations qui nous permettront d'avoir une idée sur les nouveautés qu'il va apporter demain, toujours en respectant la Constitution, parce que tout est fait en respectant la Constitution. Et d'ailleurs, même la convocation de consultation, c'est une prérogative du chef de l'État au regard de son rôle en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Donc, dans ces consultations, il y a quand même une part où le budget intervient quand même. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le budget de l'État sont affectés à ces consultations uniquement? Parce qu'aujourd'hui, on voit les fonctionnaires de l'État sont impayés. Est-ce que c'est là, c'est les retombées de ces consultations ou bien c'est autre chose? Non, je ne pense pas que les consultations puissent avoir un impact sur le budget, d'autant plus que d'abord, quand les délégués arrivent, ils n'ont même pas ni à boire ni à manger. Donc, ce n'est pas une dépense. Et puis, il n'y a pas une logistique qui est mise à leur disposition. Et puis, le chef de l'État n'a pas loué de salle ou la sonorisation, puisqu'il a utilisé toujours les bureaux de l'État pour le faire. Donc, je ne pense pas que... Donc, le mal est trop profond. Et je suis content que le chef de l'État ait amené des gilets de sauvetage à ceux-là qui doutaient encore. Selon vous, le mal, c'est qui? Non, le mal de ce pays, c'est clair. C'est le PPRD et Mosaïque. C'est eux qui sont à la balle. Depuis 18 ans, ils ont mis ce pays à genoux. Et maintenant, 2 ans, disons 20 ans, puisqu'ils sont jusqu'au moment où nous parlons avec le président Tshisekedi. C'est eux le véritable mal. C'est comme ça que Tshisekedi s'est rendu compte que non, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas sacrifier l'intérêt de plus de 80 millions de Congolais à cause des arrangements entre 2-3 personnes. Un papier, soi-disant accord,
qui n'est même pas notarié, légalisé, qui pourrait remettre en cause la Constitution. C'est ça le véritable problème. Et moi, je crois qu'il faut soutenir le chef de l'État. Il faut vraiment l'encourager. D'ailleurs, on a vu, il y a un engouement terrible lorsqu'on a vu déjà Moïse venir pour les consultations. Les Congolais qui se sont déplacés gratuitement, ce n'était pas payant. Ils ont voulu démontrer que tout celui qui s'opposerait à ces consultations sera considéré comme un traître. Alors, sa place n'a pas ici au Congo, sa place est ailleurs. Des ans après, la situation sociale des agents de l'État sont restées le même. Les enseignants sont toujours impayés malgré cette gratuité dont le résultat sont vraiment inefficaces sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est là, la consultation actuelle peut changer quand même les choses dans l'avenir? Oui, c'est le constat qui était déjà fait depuis longtemps. Puisqu'il y a eu d'abord le problème, c'est le mariage incestueux, c'est le mariage immoral, c'est le mariage qu'on a fait entre FCC et CASH qui soit d'abord responsable de la crise actuelle. Parce que, imaginez-vous, aujourd'hui, les conseils des ministres ne se tiennent plus. C'est un blocage, c'est une crise persistante. Et il y a même des membres du gouvernement qui se déplacent, qui sont retournés à l'aéroport, on les empêche de quitter. Donc les choses sont sérieuses, madame. Aucune autorité, aujourd'hui, au niveau du gouvernement central, ne peut quitter l'étendue de la province-ville de Kinshasa. Est-ce que cela n'est pas une façon d'accentuer la crise dans Non, le pas pays du tout, pas du tout. Puisqu'il y a des accusations qui ont été faites et ce n'est pas le moment aujourd'hui. C'est ce que moi j'ai dit qu'il y a une crise, puisque ça bloque le fonctionnement du gouvernement. Et ils vont faire quoi? Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution? Bloquer les ministres qui vont dans une mission officielle dont le Premier ministre les a donné les ordres de mission? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui les ordres puissent venir sans aucun document, sans aucun document pour les en empêcher? Non, nous avons quand même une loi qui régit le fonctionnement du gouvernement. Et notamment les relations entre le Premier ministre et les ministres, le Premier ministre et le chef de l'État, et le chef de l'État et les ministres. Il est dû, dans cette loi-là, qu'aucun membre du gouvernement ne peut sortir sans que le chef de l'État soit au courant. Même si c'est le Premier ministre qui signe une ordre de mission, il doit réserver copie au chef de l'État. Parce que c'est eux, ils agissent au nom du chef de l'État. Alors, il se peut qu'il y ait deux membres du gouvernement, notamment celle, ministre d'État et ministre du Travail et Prévoyance sociale, les ministres des Mines, ils seraient couverts par un ordre de démission du Premier ministre, mais à l'insu du président du Conseil des ministres qui est le chef de l'État. Le chef de l'État peut avoir besoin d'eux à tout moment, mais alors qu'il n'est pas au courant qu'ils ne sont pas à Kinshasa, surtout pendant ce temps ici. Lorsque le chef d'État lui-même suspend la tenue des conseils des ministres, jusqu'à la formation du nouveau gouvernement, les choses ne sont pas aussi faciles comme on peut se croire. Donc, fini la légèreté, fini toutes les violations de la loi, fini les violations de la Constitution, du règlement intérieur. Maintenant, il est temps que les gens puissent respecter d'abord la loi. Et c'est ça la discipline que veut maintenant introduire le chef de l'État au sein du gouvernement, mais c'est l'ensemble du territoire national. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le gouvernement de la RDC est suspendu parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de conseil des ministres? Absolument, puisque rien ne se tient. C'est comme ça que je dis que tous les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour parler de la crise persistante et j'ajoute même permanente. Est-ce que c'est quelque chose que vous créez de tous bords pour qu'il y ait réellement crise? Non, la crise est déjà là. Elle n'est plus à démontrer. Lorsque l'FCC, qui est devenu la nouvelle opposition aujourd'hui, menace même de faire n'importe quoi, lorsqu'il y a des ministres qui sortent dans la ville de Kinshasa sans que le chef de l'État ne soit au courant, lorsque le chef de l'État ne communique plus avec son premier, ne communique plus avec le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale, ça devient une crise persistante. Vous avez vu dernièrement, lors de la remise des diplômes à l'école de guerre, le chef de l'État a esquivé même la salutation, la main lui tendue par son Premier ministre. Donc, ça peut vous dire que c'est vraiment sérieux et je crois qu'il y a vraiment une urgence que nous puissions tous nous mettre autour d'une table et régler cette question.
Donc, face à cette situation, Félix Tshisekedi veut faire ressentir son autorité au niveau de la population et au niveau de son Félix gouvernement. Tshisekedi a un mandat du peuple. Il a été élu pour une mission spécifique. Et entre autres, il doit sécuriser la population, il doit donner les enfants accès à l'éducation, il doit donner l'accès aux soins de santé, à tous les besoins primaires, il doit payer les fonctionnaires de l'État régulièrement. Et s'il n'arrive pas à le faire, donc c'est lui qui aura des problèmes avec non seulement la population, mais il sera en conflit avec la Constitution, puisqu'il a prêté serment de respecter cette Constitution-là et de la faire respecter. Vous avez suivi quand même le retombé de la retraite du FCC qui reste ouvert au dialogue qui sera initié par le chef de l'État, mais il demande de lors que le chef de l'État retire ses ordonnances nommant le juge de la Cour constitutionnelle. Mais le président ne peut pas retirer ses ordonnances. Ces ordonnances sont constitutionnelles, madame. Est-ce que savez-vous qu'aujourd'hui, pour le cas, puisqu'il ne se pose que les problèmes de deux juges qui sont issus de la composante Conseil supérieur de la magistrature. La Constitution dit ceci, que les membres du Conseil de la Cour constitutionnelle sont désignés par groupe. Ils ont un mandat de 9 ans, 3 fois renouvelable par tirage au sort. Mais ce juge-là, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui propose les juges ici de sa composante. Or, je n'ai pas entendu, jusqu'au moment où nous tenons cette émission, le président de la Cour constitutionnelle en intérim, du Conseil supérieur de la magistrature en intérim, qui est de surcroît président du Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Mokolo, je ne l'ai pas entendu protester que ce n'est pas eux qui ont fait la permutation. C'est encore une permutation. Ils prennent leurs collègues, puisque c'est eux qui les avaient proposé encore au président Kabila pour être nommé à la cassation. Et on les déplace là-bas, et à la Cour constitutionnelle. On les déplace de la Cour constitutionnelle vers la cassation, ça pose un problème. On peut, les juges, il est dit, le juge est inamovible. Mais lorsqu'il y a de nouvelles nominations, les juges doivent suivre. Ils doivent suivre absolument. Et on les remplace par des juristes compétents, autant qu'eux, proposés aussi au chef de l'État par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, le vrai problème ici aujourd'hui, ce n'est pas le conflit entre le chef de l'État et le FCC, mais le vrai problème, c'est entre le Conseil supérieur de la magistrature et une association de fait, puisque le FCC n'a même pas de personnalité juridique. Donc, moi, je trouve qu'on ne peut pas continuer à politiser la justice. C'est l'un des principes sacro-saints de la démocratie. La justice doit rester au-delà de toute mêlée politique. La justice doit être apolitique et au service de nos concitoyens. Aujourd'hui, vous jouez déjà la carte de 2023 ? C'est normal, je suis chef d'un parti politique et je dois préparer aussitôt qu'on a terminé. Avec l'UDPS ainsi que d'autres partis politiques. Nous irons aux élections comme AFDCA et c'est ça qui me rassure aujourd'hui puisque AFDCA qui a remporté les élections de 2018, je pense que nous allons rééditer les mêmes exploits en 2023. Donc vous êtes là, déjà vous balisez le chemin en ayant déjà la Cour constitutionnelle entre vos mains, en ayant déjà le juge constitutionnel entre vos mains, donc c'est déjà un pari gagné pour ceux-là qui se rallient déjà à Félix Tshisekedi. Non, je ne pense pas, au contraire. Parce que c'est ça le nœud du problème. Non, nous nous battons, justement, nous nous battons pour l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, pour vous démontrer que le chef de l'État, il est d'ailleurs très gentil, puisque comme il a aussi un quota de 3 membres de la Cour constitutionnelle, et il pouvait dire qu'il change un d'entre eux ou deux, puisque ce n'est pas question, la jurisprudence a démontré que le juge n'a pas à terminer les 9 ans, non. Je donne le cas de jurisprudence. Et le professeur Vundoawe, quand on l'a déplacé de la Cour constitutionnelle vers le Conseil d'État, il n'avait pas encore fait son mandat, même pas 3 ans. Mais il est parti là-bas et il n'a pas protesté. Pourquoi les autres protestent? La vérité, c'est que les PPRD
qui est habitué à tricher voudrait se servir de ces juges-là pour continuer à tricher indéfiniment. Or, la justice doit être indépendante et c'est ça notre combat de tout l'État. Donc aujourd'hui, de la situation politique, nous les disons que nous sommes en pleine crise politique de notre pays. Nous sommes en train de le vivre dans notre chair et la situation de Minembwe continue toujours à demeurer. Est-ce que la consultation vient étouffer un peu cette situation de l'installation de la commune rurale de Minembwe? Non, d'ailleurs, je regrette beaucoup la publicité qui a été faite autour de la question de Minembwe. C'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. D'autant plus que, oui, parce qu'il y a des réseaux sociaux partout, les médias, même l'Assemblée nationale s'est saisie de ces dossiers. L'affaire de Minembwe, c'est une affaire purement administrative. Lorsque vous êtes un membre du gouvernement, lorsque vous êtes un membre du Parlement, donc député national, provincial ou même député, sénateur, vous ne pouvez pas quitter la province-ville de Kinshasa sans l'autorisation de votre chef d'institution. Ça peut être le président de la République pour le gouvernement, ça peut être le chef du gouvernement, Premier ministre. Pour l'Assemblée nationale, c'est la présidente de l'Assemblée nationale ou son délégué, ou le président du Sénat ou son délégué. C'est ça le prescrit de la loi. Alors, lorsqu'il fallait maintenant vérifier, les membres du gouvernement, les députés, les généraux, les membres du gouvernement provincial du Sud Kivu, qui se sont transplantés, pour ne pas parler de déplacement jusqu'à Minembwe, ont eu un mandat pour le faire. Puisqu'on a vu, nous tous, à travers les images, l'installation, ça ne vient pas de comme ça. Un homme politique doit être prudent. Alors, s'ils n'ont pas eu mandat à ce moment-là, ils vont être sanctionnés administrativement. Et la sanction administrative va même jusqu'à la révocation. Et pour les cas des députés, on peut même proposer son invalidation. Puisque je supposais qu'il n'a pas le sens de dignité, il a quitté le pays et le chef lié sans une autorisation dûment signée par l'autorité compétente. Donc, mais parler aujourd'hui de balkanisation à Minembwe, moi j'ai dit que ces gens-là ne connaissent même pas la cartographie de Minembwe. Minembwe n'est pas à la frontière et en plus Minembwe représente quoi? C'est moins de 30 000 habitants. Hein? Il n'y a même pas une ethnie, il y a plusieurs. Même à Minembwe, il n'y a pas que les, entre parenthèses, je dis bien, Banyamulenge, puisque les Banyamulenge n'existent pas comme tribus. Non, il y a des tribus Tutsi. Et la plupart sont des Tutsis, mais qui sont résidents à Bukavu. Mais ils sont congolais puisqu'ils sont là-bas depuis le 30 juin 1960, la date de l'accession de la RDC à l'indépendance, conformément évidemment à la loi sur la nationalité. Et donc aujourd'hui, avec la crise, donc il est impossible que le Premier ministre puisse sursoir ou bien enlever cette décision de son ancien collègue. En principe, le Premier ministre, si la commission d'enquête qui était désignée lui a mené un rapport pour dire qu'il y a eu violation de procédures administratives pour ériger Minembwe en commune, le Premier ministre peut initier un décret pour rapporter cette décision, puisque c'est un décret qui a créé les communes rurales. On a vu que cette question a soulevé quand même l'attention de de notre population, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui l'opportunité qu'on puisse, que le Premier ministre puisse mettre un décret là-dessus pour surseoir cette question définitivement? Bon, comme je vous dis, c'est un faux problème. On est allé très loin pour alerter l'opinion, parler de balkanisation. Mais moi, je considère... Peut-être c'était déjà un processus. Hein, oui, mais il n'y a rien de... Parce qu'on a vu le rwandophone se réagarder par rapport à cette installation. Oui, là, les conflits entre communautés, suite à l'absence de cohabitation pacifique, ça arrive toujours partout, même dans les pays soi-disant civilisés. J'ai même vu pendant la campagne les militants, les sympathisants de Joe Biden en train de se donner des coups, de se rouer des coups
aux sympathisants de Donald Trump. Donc ça arrive partout. Donc c'est pas seulement un truc de fait. Mais il faut de moi quand ça devient au niveau des sommets de l'État. Ça, c'est pas une question des terres. Hein. Là, non. Chez nous, il s'agit d'une question de terre. Oui, mais les Banyamulenge, ils ont pris quoi? Ils ont pris quoi? Minembwe est dans la RDC. Si c'était déplacé avec Minembwe et l'amener au Rwanda ou au Burundi, j'en ferais un problème. Vous envahir. Donc moi j'ai dit, les vrais problèmes, c'est le problème de la violation des dispositions des lois pour les déplacements de ministres, députés nationaux et hauts fonctionnaires de l'État, notamment les officiers supérieurs de l'armée et de la police qui s'étaient déplacés à Minembwe. C'est ce qu'il faut vérifier. Mais aujourd'hui, parler de l'identification, de balkanisation, moi je pense qu'on va trop loin. Et je connais les Congolais, j'ai eu quand même la chance de sillonner presque les 26 provinces ici, et je ne vois pas un Congolais qui peut accepter aujourd'hui la partition de son pays. Même celle-là, entre parenthèses, qu'on appellerait Banyamulenge. Ça ne passera pas dans ce pays. Donc on me signale déjà que nous sommes presque à la fin de notre émission. Est-ce que vous aviez quelque chose où vous voulez dire et que vous ne l'avez pas dit au cours de cette émission et que vous voulez le dire? Non, je voulais seulement en appeler à toutes les forces politiques et sociales de pouvoir se mobiliser comme un seul homme pour apporter leur modeste contribution aux consultations qui vont s'achever aujourd'hui. Soutenir les chefs de l'État dans cette démarche pour qu'ils ne disent pas que j'ai échoué puisque vous m'avez combattu. Deuxième chose, nous devons mettre de côté tout ce qui nous divise. Regardons l'essentiel. Nous sommes tous Congolais. Quand ça brûle ici, c'est nous tous qui seront demain incendiés. Donc nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à tirer les ficelles de notre côté ou de le côté de l'autre pour accueillir des dividendes politiques. Et là, je voulais coucher et chuter en disant au chef de l'État sortant, M. Kabila, qui est sénateur à vie, n'oubliez pas, M. le sénateur à vie, qu'il y a une loi qui régit les statuts des anciens chefs de l'État. Et cette loi-là vous reconnaît à vous l'obligation des réserves et la dignité. C'est-à-dire que vous ne devez pas émettre une opinion quelconque, surtout pas vous engager dans une formation politique de peur de pouvoir perdre les avantages que vous avez acquis, notamment l'immunité pendant vos 18 ans de gestion à la tête du pays. Vous avez plus de 600 000 $ par mois que vous recevez. Et j'ai fait des recherches, madame, en passant, que les membres permanents du Conseil de sécurité, les chefs d'État, réunis, France, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Chine, Russie, États-Unis, n'ont même pas plus de 420 000 $. Tous leurs salaires, puisque les salaires dans le monde occidental, c'est connu, puisque c'est publié même, ce que les chefs de l'État, ils publient les impôts, ils font la déclaration des impôts, donc c'est transparent. Donc c'est pour dire que même Kabila, lui seul, il a un salaire plus important que 5 chefs d'État en fonction des pays les plus puissants du monde, membres permanents du Conseil de sécurité. Il a 5 véhicules renouvelables chaque 5 ans, il a 3 véhicules d'escorte, il a le voyage en business class 2 fois l'an avec ses enfants mineurs, son logement, son déplacement sont pris en charge par l'État. Donc le législateur a prévu tout ça pour que le président soit au-dessus de la mêlée. Et lui, il a la chance qu'il n'y a aucun mandat d'arrêt national ni international contre lui, aucun de ses comptes bancaires ne sont bloqués, aucun embargo sur lui. Donc c'est quelqu'un qui peut se la couler vraiment douce. Je sais qu'il est jeune, mais tous ces gens-là qui l'entourent, qui tuent des ficelles, ce sont des cadavres politiques. Je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas leur faire la publicité gratuite, mais la plupart sont sous sanction. Et ils veulent se refaire une santé politique, revenir aux affaires en utilisant Kabila, ne sachant pas que Kabila, il est très vulnérable. Puisque si aujourd'hui, puisque l'immunité telle qu'est prévue par les législateurs dans la loi sur le statut des anciens chefs d'État, ne concerne que l'époque où il gérait. Après la gestion, il peut être arrêté comme tout citoyen.
être jeté en prison ou il peut se retrouver en exil, comme on a connu avec mon ancien chef, dont j'étais chef directeur de campagne, Jean-Pierre Bemba, en 2006. Donc il peut se retrouver en exil aujourd'hui. Et moi, je n'aimerais pas que cela arrive à notre ancien chef d'État. J'aimerais voir quand même les anciens chefs d'État vivre paisiblement ici, comme c'est le cas ailleurs, que de se retrouver en exil, leurs biens saisis, ils sont soit en prison, ou même on peut même les éliminer par résistance. Donc c'est les conseils que je vais donner et je voudrais chuter par là, madame. Que les anciens chefs de l'État vivent paisiblement ici en République démocratique du Congo. C'est en ces termes que nous bouclons cette émission dont je rappelle ici que nous avons reçu sur ce plateau Willy Michiki, le président national de l'UNANA. Il est également allié de l'AFDC et allié. Donc c'est par là que nous disons merci à Jérès Mabeka, Brandon Milalou, Tonton Ebongo, Amis Chomba, Blaise Ndombe. Donc, quant à moi, je vous dis merci et retrouvons-nous prochainement dans un autre numéro. Au revoir.